Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un processus qu'on croit tous connaître par cœur, faire bouillir de l'eau. Sauf que derrière ce geste du quotidien se cache en réalité un véritable voyage en 5 étapes, un voyage au cœur de la thermodynamique. On va suivre ensemble le parcours d'une substance, de l'état liquide, bien froid, jusqu'à celui de vapeur surchauffée, pour vraiment piger les lois qui régissent la matière. Et pour nous guider dans cette exploration, notre source est on ne peut plus claire, c'est notes de cours. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça vient directement de ces pages. C'est notre feuille de route pour décortiquer les secrets de la thermodynamique. Alors on y va? On plonge dedans? Le personnage principal de notre histoire, c'est la substance pure. Alors, c'est quoi au juste? En fait, c'est très simple. C'est une substance dont la composition chimique ne change jamais. Prenez l'eau, H2O. Qu'elle soit sous forme de glace, de liquide ou de vapeur, ça reste toujours du H2O. Pareil pour l'azote, l'hélium. C'est ce concept de base qui va nous suivre tout du long. Allez, c'est parti pour le voyage. On va imaginer qu'on prend une substance pure, qu'on la maintient à une pression constante et qu'on la chauffe, tout doucement. On va voir qu'elle ne passe pas juste de liquide à vapeur d'un coup. Non, non, elle traverse 5 étapes bien distinctes. C'est ce processus qu'on va détailler maintenant, étape par étape. Tout commence ici. L'état numéro 1, le liquide comprimé. Le meilleur exemple, c'est de l'eau froide dans une casserole. Elle est bien liquide, évidemment, mais elle n'est pas encore sur le point de bouillir. Sa température est bien en dessous de sa température d'ébullition pour la pression à laquelle on se trouve. C'est notre point de départ. On continue de chauffer, et là, on atteint l'état 2, le liquide saturé. C'est un moment clé, un instant très précis. C'est l'instant T où la toute première bulle de vapeur est sur le point de se former. Le liquide a absorbé un maximum d'énergie sans changer d'état. On dit qu'il est saturé, il est prêt à basculer. Mais qu'est-ce qui déclenche ce basculement? Eh bien, tout repose sur deux concepts, qui sont indissociables. La pression de saturation et la température de saturation. Voyons un peu comment ces deux-là fonctionnent main dans la main. La température de saturation, qu'on note Tsat, c'est tout simplement la température d'ébullition. Ce qui est absolument crucial à comprendre, c'est qu'elle dépend directement de la pression. L'exemple des notes est parfait. À la pression atmosphérique normale, au niveau de la mer, l'eau bout à quasiment 100 degrés Celsius. Mais si on change la pression, cette température change aussi. C'est la raison pour laquelle, en haute montagne, où la pression est plus faible, l'eau se met à bouillir à une température bien plus basse que 100 degrés. Revenons à notre casserole. On continue d'apporter de la chaleur et là on entre dans l'état 3, le mélange saturé. Ici c'est un peu le entre-deux. Le liquide et la vapeur coexistent en équilibre. Les bulles se forment, montent à la surface, et le truc un peu contre-intuitif, c'est que pendant toute cette phase, la température, elle, ne bouge pas d'un iota, même si on continue de chauffer. Toute l'énergie qu'on apporte sert uniquement à une chose, transformer le liquide en vapeur. Du coup, question, si on se trouve dans cette phase de mélange, comment on peut savoir où on en est, précisément? Est-ce qu'on a juste quelques bulles ou est-ce que c'est presque entièrement de la vapeur? Pour pouvoir quantifier ça, les thermodynamiciens ont un outil bien pratique. Et cet outil, ça s'appelle le titre, qu'on note par la lettre X. C'est en fait un simple rapport, un pourcentage, c'est la masse de vapeur qu'on a divisée par la masse totale du mélange. Si X est égal à 0, ça veut dire qu'on a 0% de vapeur, on est donc à l'état de liquide saturé. Si X est égal à 1, ça veut dire qu'on a 100% de vapeur. Et entre les deux, on sait exactement quelle proportion de notre substance s'est déjà vaporisée. On continue de chauffer, notre titre X se rapproche de 1 et on finit par atteindre l'état 4, la vapeur saturée. Là encore, c'est un moment très précis. C'est l'instant où la toute dernière goutte de liquide vient de s'évaporer. On a maintenant un volume qui est à 100% rempli de vapeur, notre titre X est donc égal à 1. La vaporisation est terminée. Mais qu'est-ce qui se passe si on est un peu têtu et qu'on continue de chauffer encore après ça? Eh bien, on entre dans l'état 5, la vapeur surchauffée. À partir de là, la température se remet enfin à augmenter. La vapeur est maintenant une température supérieure à la température d'ébullition pour cette pression donnée. Un bon exemple, c'est la vapeur qui sort d'un fer à repasser. Elle est bien plus chaude que l'eau bouillante. Bon, ce voyage en 5 étapes, c'est une belle histoire. Mais les scientifiques, ils ne se contentent pas de la raconter. Ils la dessinent. Ils la mettent sur des cartes qu'on appelle des diagrammes d'état. Allons voir à quoi ressemble la carte de notre périple. Et voici ces fameuses cartes, directement tirées de nos notes de cours. Elles peuvent avoir l'air un peu complexes au premier abord, mais l'idée est simple. Elles montrent la relation entre la pression, la température et le volume. Chaque point sur ces graphiques correspond à un état précis de la matière, et les lignes représentent les frontières entre solide, liquide et gaz. Et là, c'est ça qui est génial. Ce diagramme température-volume, le TV, il retrace exactement, pas à pas, notre parcours. Regardez bien, on part de la gauche, c'est l'état 1, le liquide comprimé. On chauffe à volume constant, on arrive sur la courbe. Ça, c'est l'état 2, le liquide saturé.
Ensuite, on traverse toute la zone sous la cloche, c'est notre mélange, l'état 3. On atteint l'autre côté de la cloche, c'est l'état 4, la vapeur saturée. Et enfin, on continue vers la droite, c'est l'état 5, la vapeur surchauffée. Tout notre voyage est résumé sur ce seul graphique. Sur ces cartes de la thermodynamique, il y a des points de repère très particuliers, des lieux uniques qui définissent en profondeur le comportement d'une substance. On va s'intéresser à deux d'entre eux, le point triple et le point critique. Alors, le plus important, c'est de bien voir la différence. Le point triple, on peut l'imaginer comme un carrefour unique où les trois états de la matière, solide, liquide et vapeur, peuvent coexister en même temps en parfait équilibre. Le point critique, lui, c'est différent. C'est une sorte de sommet, un point de non-retour au-delà duquel la distinction même entre le liquide et le gaz s'estompe et finit par disparaître. Regardons de plus près le point triple sur le diagramme pression-température. C'est ce point précis où les trois frontières de phase se rejoignent. Comme l'indiquent les notes, pour l'eau, ce point n'existe qu'à une seule et unique combinaison de température et de pression, 0,01 degrés Celsius et une pression très très faible de 0,61 kPa. C'est ultra précis. Et maintenant, le point critique. On le trouve tout en haut de la courbe en forme de cloche sur les diagrammes. Ce qui est absolument fascinant avec ce point, c'est qu'au-delà de sa pression et de sa température, si on chauffe un liquide, il se transforme en gaz sans jamais bouillir. Il n'y a plus de bulles, plus d'ébullition. La transition devient complètement progressive et continue. D'ailleurs, cette citation, tirée des notes, explique parfaitement comment on arrive à ce point. Elle nous dit qu'en montant le long de la cloche, en augmentant la pression, le liquide devient de moins en moins dense, il se dilate, tandis que la vapeur, elle, devient de plus en plus dense, elle se comprime. Leurs propriétés se rapprochent, jusqu'à se rejoindre parfaitement au point critique où ils deviennent indiscernables. On a donc cartographié ensemble le comportement d'une substance pure. La grande leçon, c'est que ces transformations suivent des règles bien établies qu'on peut visualiser et prédire. Ce qui nous amène à une dernière question pour la route. L'air qu'on respire n'est pas une substance pure, c'est un mélange. Alors comment est-ce qu'il se transformerait lui? À quoi ressemblerait sa carte? Comme on peut s'en douter, ce serait une toute autre histoire.